européenne, bonjour. Il doit y avoir le maire de Strasbourg avec nous. Bonjour, Madame la préfète. Bonjour, monsieur le maire. Je ne vois pas. Je vous entends. Donc, ça va, le couple maire-préfet est là, tout va bien. Qui avons-nous d'autres en ligne? Messieurs les vice-présidents du Parlement européen. Bonjour. Président, je ne vous vois. Ah, je vous vois, monsieur le maire, ça y est. Wieland, bonjour. Les vice-présidents. Je ne sais pas si c'est Mme Keller, finalement, qui a pu venir ou pas. Madame Keller, est-ce qu'elle est là? Elle était connectée tout à l'heure. Bon. Oui, je suis là, Madame la préfète. Bon, Madame la députée, voilà, nos outils modernes ne sont pas encore tout à fait au point. Donc, nous avions souhaité, notamment avec Monsieur le maire, valoriser cette séquence et vraiment, je ne remercierai jamais assez le Parlement européen auquel nous sommes très attachés. Le maire de Strasbourg, il y a quelqu'un qui doit couper son micro, là. Il faut peut-être couper les micros ici, là. Merci de couper les micros parce que sinon ça va être compliqué de s'entendre. Voilà. Donc, je disais d'abord combien nous sommes attachés à la présence du Parlement européen à Strasbourg. Ça va de soi, mais ça va toujours mieux en le disant. Donc, malheureusement, compte tenu de mon arrivée encore récente et du fait que j'ai été totalement prise par le coronavirus, je n'ai pas pu avoir des contacts avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Mais je dois dire, au nom aussi d'Amélie de Montchalin, que le Parlement de Strasbourg nous donne un bel exemple de la solidarité, qui est quelque chose qui a beaucoup prévalu, enfin qui prévaut beaucoup dans notre gestion de crise. On sait bien que le besoin de protection des populations est énorme et le sera encore plus après la phase de confinement. Donc, ces deux actions de partenariat avec le Parlement, donc la première étant celle effectivement de l'aide alimentaire avec un opérateur qui a une place un peu particulière. Je veux parler bien sûr de la Croix-Rouge, puisque la Croix-Rouge est quasiment une institution dans le monde du partenariat associatif, et puis bien sûr, comme votre partenaire, le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale et je le redis, la ville de Strasbourg en premier lieu. Donc, une opération qui va donc être présentée. Et puis, il y a effectivement un deuxième axe de partenariat qui a fait l'objet de visites sur site, notamment avec mon directeur de cabinet, pour imaginer un centre de dépistage Covid. Bien sûr, il s'agit d'un centre de dépistage pour les tests virologiques, les tests dénommés PCR, pour lesquels il y a un mandat très clair de la part du ministre de la Santé et du ministre de l'Intérieur en direction des préfets et de l'Agence régionale de santé, qui nous demande d'abord de traiter les personnes prioritaires et ensuite, bien sûr, il y aura un élargissement avec notamment les médecins de ville pour faire en sorte que cet outil de prévention qui a été présenté par le Premier ministre puisse se mettre en œuvre, avec également après les mesures d'isolement qui vont bien pour les personnes qui seraient détectées positives. Donc, ces deux actions de partenariat, messieurs les vice-présidents, mesdames les députées européennes, sont extrêmement importantes pour l'État. Saluer également, bien sûr, au niveau national,
par tous les responsables politiques et en premier lieu la ministre qui est Madame de Montchalin qui est extrêmement présente sur ces sujets. Donc vraiment, je tenais à remercier vraiment très chaleureusement le Parlement européen pour l'exemple qui est donné dans ce domaine de la solidarité. Alors peut-être Monsieur le maire de Strasbourg. Je voudrais dire quelques mots, si vous me le permettez, en guise d'introduction. D'abord, pour vous remercier de la rapidité avec laquelle vous avez pris vos fonctions et la qualité aussi du travail que vous faites, et notamment sur un sujet qui est évidemment très sensible ici à Strasbourg, vous comprenez, qui est la place du Parlement européen à Strasbourg. Et vous le rappeliez, le siège du Parlement européen est unique. Il n'y en a qu'un seul. Il est à Strasbourg, avec des sessions additionnelles, si je puis dire, on ne les appelle plus tout à fait comme ça, à Bruxelles et même à Luxembourg. Mais le siège est à Strasbourg. Et moi, je suis très heureux que le Parlement européen ait pris l'initiative, j'ai eu le contact avec le président Sassoli, de nous proposer tout ou partie des locaux du Parlement européen pour mettre en place un centre de dépistage. La question est aujourd'hui en train d'être travaillée. Et là, nous avons une nouvelle preuve de l'attachement du Parlement européen à Strasbourg avec cette perspective de donner à la ville de Strasbourg 500 repas qui pourraient être distribués aux plus nécessiteux, aux personnels qui aujourd'hui sont dans des situations précaires. Et c'est la preuve, une de plus, de cet attachement, de ce lien privilégié, je dirais, entre la ville et le Parlement européen, qui d'ailleurs s'est aussi traduite par la création d'un groupe de contact où nous examinons ensemble, Parlement et ville, les problèmes du quotidien qui se posent pour l'accueil des parlementaires. Transport, hébergement, vie culturelle, etc. Nous avons une ou deux réunions par an et on voit bien là cette connexion étroite entre le Parlement européen et la ville, et je m'en réjouis. Voilà, Madame la préfète, mes chers collègues, je salue évidemment Fabienne Keller, ancienne maire de Strasbourg et députée européen. Je salue également Anne Sander, qui, elle, est questeur et qui s'occupe tout particulièrement de ces questions très concrètes de la vie parlementaire européenne à Strasbourg. Le président Rainer Wieland, qui est notre interlocuteur justement dans ce groupe de contact, et aussi, je crois, Pedro Silva Pereira, qui est aussi vice-président. Je ne sais pas s'il est là, il est annoncé. Donc merci à tous ceux qui m'aident à promouvoir, développer, conforter la vocation européenne de Strasbourg et particulièrement la présence du Parlement européen à Strasbourg. Oui. Oui. Cette instance européenne qui donne à Strasbourg un rayonnement extrêmement important. Je vais tout de suite vous céder la parole et puis après, bien sûr, je donnerai la parole à nos députés européennes. Oui, Président. Ah. Sur un air Wieland. Peut-être Monsieur Wieland, qui est là. Hello, yes, I'm here. If you allow me, my French is not so good and I do not want to speak very long. But I just want to tell you that that I feel very much committed to Strasbourg, but also to the other places of work of the European Parliament, and I support the office of the European Parliament to
to the places of work. Of course, it is not the core business of a parliament to use taxpayers' money for those things, but it's simply the thing that if it's burning at so many places and we have capacities because a lot of our people are in home office, we just cannot stand aside and put their hands in the pockets. So we do what we can, and as long we are in this as a parliament, as an institution, in the situation we are, I fully support whatever we can do that we help our friends in Luxembourg, in Strasbourg, and in Brussels. Idées diplomatiques, traduire pour ceux qui n'auraient pas encore la maîtrise de l'allemand, ce qui est mon cas. Oui, alors bien sûr, le Parlement est très engagé en faveur de Strasbourg et dans la mesure où il a des capacités qui ne sont pas utilisées en ce moment, il les mettra au service de la lutte contre la crise et de l'aide donc aux publics qui en ont besoin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Qui souhaite s'exprimer? Est-ce qu'on a un autre vice-président qui souhaiterait prendre la parole? Oui, merci. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y. Merci bien. Je crois que le Parlement européen, élu par le peuple, est aujourd'hui peut-être plus que jamais le Parlement du peuple. Et ça veut dire être la voix du peuple, bien sûr, en défendant une réponse européenne forte et solidaire pour faire face à cette crise, comme on a fait la semaine dernière avec notre résolution. Mais ça veut dire aussi d'être près des gens, près des citoyens, près du peuple, pour développer une solidarité concrète. Et ça veut dire offrir notre moyen, notre infrastructure, notre bâtiment, notre service, notre cuisine, notre moyen de transport aux citoyens de Bruxelles, de Strasbourg et de Luxembourg, et particulièrement pour les plus vulnérables. Je pense que le président David Sassoli a bien compris le rôle du Parlement et je le remercie pour ça. Mais je veux aussi remercier au secrétaire général et au personnel du Parlement parce que nous avons pris les décisions, mais c'est le staff du Parlement avec son travail, avec son engagement qui assure l'application concrète de ces mesures. Donc, je les remercie et je remercie aussi la coopération avec les autorités locales. Merci. Je la voyais sur les écrans. Bon. Madame la députée, vous nous entendez? Oui, Fabienne Keller. Alors, allez-y, Madame Keller, bien sûr. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Madame la préfète, d'organiser ce temps d'échange, comme vous le faites chaque semaine au niveau départemental dans la réunion de crise à laquelle nous avons la chance de participer. Merci pour votre... Vous tenez la barre de cette crise alors que la mer est démontée. Merci beaucoup à Pedro Silva Pereira, vice-président, et Rainer Wieland, grand fidèle de Strasbourg, cher Rainer, pour leur engagement formidable dans cette action que nous allons présenter. Et bien sûr, le président Sassoli, très attaché à Strasbourg, lui aussi, comme l'a rappelé monsieur le maire. Deux mots peut-être, le Parlement européen travaille, comme tout le monde, comme toutes les associations et les entreprises et toutes les structures à distance.
Vous savez que le Parlement a mis en place un plan d'urgence pour les masques, les respirateurs et de nombreuses actions dans le domaine médical, le programme Discovery, en particulier ce programme européen sur les soins qui pourraient être découverts ensemble. Travaille aussi à moyen terme, tout particulièrement sur le plan de relance. Mais pour ne pas être trop longue, je voudrais dire que toutes les commissions travaillent, à distance bien sûr, sur les conséquences, les suites, les rebonds indispensables à la suite de la pandémie. Les citoyens européens se mobilisent aussi de manière absolument remarquable. Et moi, j'inscrirais finalement, si les vice-présidents m'autorisent, et Anne aussi, bien sûr, en tant que questeur, cette action comme un accompagnement de toutes ces énergies nouvelles sur le terrain. Le Parlement, qui a la tête dans les étoiles, voilà, accepte de faire des choses très concrètes. Nous savons qu'il y a des personnes en grande difficulté alimentaire, en difficulté du quotidien. Et je voudrais remercier tous les personnels, toutes les équipes et les vice-présidents pour leur engagement, à la fois sur les repas et bientôt sur les tests, qui sont une des grandes mesures de mise en place du déconfinement ou de la sortie du confinement. Donc, reconnaissance à tous. C'est un beau travail d'équipe transverse. Et Madame la préfète, Monsieur le maire, Messieurs les présidents, vous êtes un peu les chefs d'orchestre ou les coordonnateurs. Donc, merci à vous. Madame Sander. Oui, merci de me donner la parole, Madame la préfète, et merci d'avoir pris l'initiative d'organiser ce moment, je dirais, de communication. Merci aussi de nous associer aux réunions que vous organisez avec les élus sur le territoire tous les vendredis soirs. Je crois que plus que jamais, eh bien, le Parlement a besoin de communiquer sur ce que fait l'Europe, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à ce qu'on entend par-ci, par-là, eh bien, l'Europe est vraiment engagée à côté des citoyens dans cette crise du Covid-19. Alors, il y a les grandes politiques européennes, et puis il y a les actions locales sur le terrain. Nous avons voté, le Parlement a voté la semaine dernière des mesures pour faciliter le fonds d'aide aux plus démunis, donc ça s'appliquera dans toute l'Europe. Et finalement, si le Parlement aujourd'hui s'ouvre aux plus démunis en offrant ces 500 repas, je dirais, ça va dans le même sens. C'est une Europe telle qu'on l'aime, une Europe qui est investie dans les territoires, une Europe qui est proche des citoyens, y compris des plus démunis. Je voudrais dire aussi que c'est une grande fierté pour le personnel du Parlement de participer à ces actions, que ce soit pour les repas ou que ce soit pour le centre de dépistage à venir. Le personnel est fier. Nous, les députés européens, sommes fiers de pouvoir dire que le Parlement est engagé à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, mais c'est aussi une grande fierté pour notre personnel. Et puis, au-delà du soutien que ça apporte aux plus démunis qui en ont vraiment besoin, je dois dire aussi que ces mesures vont aider le personnel qui travaille pour des entreprises prestataires du Parlement, puisque là, à très court terme, ça va permettre à 8 personnes de retrouver un emploi à plein temps, parce qu'auparavant, c'est des gens qui étaient au chômage partiel. Donc, c'est une très belle initiative. Le centre de dépistage, lorsqu'il sera ouvert, montrera aussi l'ouverture du Parlement. Parfois, on dit que ce Parlement est un bunker. Là, le Parlement va s'ouvrir et je crois que là aussi, c'est un très beau symbole. Donc, je voudrais encore une fois remercier tous ceux qui ont pris l'initiative, le président du Parlement, le secrétaire général, mais vous remerciez vous aussi pour les relations que nous avons su développer dans le temps, comme l'a dit Roland Ries, et qui permet aujourd'hui que nous soyons de part et d'autre opérationnels pour mettre les choses en place rapidement. Donc merci à vous, Madame la Préfète, merci aussi à Roland Ries.
Voilà, merci, mesdames les députés, monsieur le maire de Strasbourg. Ce que je voulais dire avant qu'on fasse une petite présentation rapide de la manière dont ça va se passer, je crois pouvoir dire au nom de l'État et de toutes les personnes qui participent à cette rencontre ce matin, et surtout ce que je voudrais dire au vice-président du Parlement européen, puisque nos deux députés ont évoqué le projet européen, c'est qu'on n'oubliera jamais, jamais ici, la solidarité transfrontalière pour l'accueil de nos malades. Si nous n'avions pas eu nos voisins pour accueillir des personnes en réanimation, notamment, c'est-à-dire les malades les plus graves, eh bien, nous aurions eu beaucoup de difficultés à affronter le pic de la crise. Et je crois que le maire de Strasbourg, qui est président du conseil de surveillance des hôpitaux universitaires de Strasbourg, ne manquerait pas de confirmer ce propos. Donc, vous voyez une immense reconnaissance pour l'Europe qui a vraiment là donné tout son sens dans cette crise et puis pour cette action. Donc, je vais laisser notre directrice de la cohésion sociale présenter très rapidement l'action pour que nous puissions bien sûr aussi répondre aux questions des journalistes qui sont présents. Isabelle? Elle était là. Elle était là. Madame la préfète, est-ce que vous m'entendez, la préfète? Ah non, on vous entend. Vous m'entendez? Merci, Madame la préfète, Monsieur le maire, Messieurs les vice-présidents, Mesdames les députés. Je vais effectivement vous brosser comment nous avons travaillé en partenariat avec la ville de Strasbourg, la caisse d'allocation familiale, également le conseil départemental du Bas-Rhin, pour pouvoir ensemble déterminer les personnes vulnérables qui seront bénéficiaires. Prochainement, on va espérer pouvoir effectivement débuter cette opération la semaine prochaine. Donc, les publics vulnérables qui sont actuellement ciblés sont les familles monoparentales ainsi que les jeunes. Nous allons dès demain voir les modalités pour la distribution, et cet après-midi, nous faisons une visite avec la Croix-Rouge. Monsieur Ricard nous reçoit et je le remercie également pour sa disponibilité, bien évidemment, pour effectivement s'assurer de la bonne mise en œuvre avec donc l'association caritative La Croix-Rouge. Nous avons également au niveau des choix des lieux de distribution, nous allons effectivement nous orienter probablement vers des lieux de vie collective dans la majorité des cas, pour faciliter la livraison. Une livraison de repas donc conditionnée sous blister pour permettre et garantir une sécurité bien évidemment optimale, une sécurité alimentaire, et également au regard des conditions de vie de certaines personnes qui n'auraient pas pu réchauffer dans les conditions favorables les denrées alimentaires. Donc on met en fait aussi à disposition des plats qui vont permettre effectivement aux personnes de pouvoir les utiliser et que ça profite pleinement, bien évidemment, sur notre territoire qui est bien touché effectivement par la crise et qui, pour certains, sont peut-être et probablement encore avec des besoins exprimés en termes de besoins alimentaires. Voilà à mon niveau, Madame la Préfète, que je reste disponible, bien évidemment. Qui sont présents. Je n'ai pas entendu le début de votre question, Madame la Préfète, excusez-moi. J'indiquais que je laissais la parole aux journalistes qui étaient présents à notre audioconférence pour effectivement poser des questions, demander des précisions, voilà.
Guillaume Kremp pour rue 89 Strasbourg. Est-ce que vous pourriez nous dire le chiffre de 500 repas, c'est un chiffre qui est amené à se répéter, c'est-à-dire c'est 500 repas par semaine ou c'est 500 repas en une fois qui vont être donnés? Je n'ai pas bien compris. Oui, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas précisé, vous avez tout à fait raison. Ce sont 500 repas par jour hein, et l'opération se déroulera jusqu'au 31 juillet 2020. Elle commencerait à partir de quand exactement? Alors, on est en train d'affiner la date de début de l'opération. On essaie de faire que milieu de semaine prochaine, on puisse effectivement démarrer le portage des repas. Oui, bonjour, c'est Olivier Mirguet du journal. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Olivier Mirguet du journal de La Tribune. J'aimerais savoir combien coûte cette opération et quelle est la société prestataire de restauration collective qui travaille au Parlement européen en ce moment. Je vais peut-être laisser le soin nos vice-présidents. Je vais laisser répondre nos vice-présidents. If I understand rightly, the question is how we can offer these capacities. How it comes that we can offer. Yes. A lot of people working for the European Parliament are in the home offices. Employed people to the European Parliament, but also the employees of the members are in home offices. The members, I guess, 80 to 90% are not regularly in Brussels in the moment, and so it is very difficult to keep up a service for cooking and those things. In addition to that, the restaurants in Brussels are also closed. So I think it's counterproductive if we would keep up for a public or semi-public use the kitchen in the European Parliament. And therefore we have capacities in terms of meals, what we are ready to offer. And on the other hand, we have also space. We have a lot of home office people working in home office, and we separated a part of the Helmut Kohl building in Brussels, for example, where we can be flexible because not all office space is used in the moment, and so that can be taken as an offer by the Belgian authorities. And the situation in Strasbourg is obvious. It's not possible in the moment to be in Strasbourg, so and we do not receive visitors groups out of the same reasons, and so it is a more or less logic point that if there is an interest in the offer, that we make the offer. Oui, Monsieur le Président, si je peux traduire, il y a 80 à 90% de notre staff à Bruxelles qui n'est pas sur place dans les locaux à Bruxelles. De toute façon, ce serait très difficile de maintenir un service de restauration à Bruxelles, ce serait même contre-productif. Nous avons déjà mis à disposition des espaces à Bruxelles, par exemple, pour les autorités belges. De toute façon, nous avons beaucoup de capacités disponibles. Nous ne pouvons pas non plus les utiliser à Strasbourg, donc c'était logique de répondre à une expression d'intérêt local à Strasbourg. J'ajoute une question qui m'a été posée, personnelle. Est-ce que les repas seront servis le week-end? Oui, merci. Effectivement, nous avons projeté le fait de pouvoir porter les repas 7 jours sur 7 avec des modalités donc, de confectionnement qui permettent le portage le vendredi pour que les repas puissent être consommés les samedis et dimanches avec des dates limites de consommation qui soient bien évidemment compatibles. J'ai également omis de vous dire que nous allions travailler en circuit court avec donc, des producteurs locaux pour pouvoir effectivement également dans le cadre économique relancer et assurer et garantir donc la filière
agricole de pouvoir mettre au profit donc, les aliments pour la confection des repas. Ça, on va s'organiser cet après-midi, d'où la visite sur site et de pouvoir échanger bien évidemment entre le Parlement européen et puis la Croix-Rouge qui sera également présente. Merci. D'autres questions? Oui, je reviens avec la même question. Quelle est la société de restauration collective qui opère les cuisines et combien coûtent ces 500 repas? Monsieur le directeur de cabinet, je crois, non, peut-être, sur la question. Ce sera la société Eurest, mais je n'ai pas l'idée. Oui, je croyais que c'était vous qui posiez la question. Excusez-moi, monsieur le directeur de cabinet. À la voix, je croyais que c'était vous qui posiez la question. Non, c'est un journaliste. La question était du journaliste Olivier Mirguet pour la Tribune. D'accord, excusez-moi. Donc, on fait le nom de la société, le coût. Vous me direz après. Oui, le coût ne nous a pas été communiqué je suis la directrice départementale, hein. Mais je confirme bien que c'est bien la société Eurest. Est-ce que les 8 personnes qui étaient au chômage partiel sont des salariés de cette société Eurest et qui vont reprendre du travail la semaine prochaine? Peut-être Madame la députée rapporteure. Peut-être un mot, Madame la préfète. Oui. D'après les informations que nous avons eues hier, oui, effectivement, c'est du personnel d'Eurest qui a été mis au chômage technique selon les règles françaises, puisque ce sont des prestataires français. Et donc, ça permettra, en fait, je crois qu'à terme, c'est une vingtaine de personnes qui devraient revenir du chômage technique, mais à très court terme, ce sont les 8 personnes d'Eurest qui reviendront. Merci. Et ce sera le cas aussi sur les autres sites, Bruxelles et Luxembourg à confirmer, mais Bruxelles selon le même principe. D'autres questions de la part des journalistes? Oui, pour les lieux de livraison, comment est-ce qu'on sera informé au niveau local pour les journalistes de Strasbourg, où seront livrés finalement ces repas et quand est-ce qu'on pourra le savoir si on ne sait pas encore? Alors effectivement, je me permets, Madame la préfète? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc effectivement, en ce qui concerne, on est demain en réunion de nouveau en partenariat avec l'ensemble de la ville, la CAF, le CD67, le Conseil départemental, et puis les services Croix-Rouge, Parlement européen, pour qu'on affine effectivement les lieux de livraison. Donc on en saura plus en fin de semaine et je me propose avec le service presse de Madame la préfète de pouvoir apporter des éléments complémentaires à votre demande. D'autres questions? Est-ce que vous savez déjà quand et comment fonctionnera le centre de dépistage Covid? Je vais laisser le docteur Pain, de l'Agence régionale de santé qui est présente, répondre sur cet aspect qui, effectivement, va être encore un petit peu réfléchi. Madame le docteur Pain? Oui, bonjour. Vous m'entendez, Madame la préfète? Parfaitement. Allez-y, docteur. Bonjour à tous. Alors, l'Agence régionale de santé, comme vous le savez, est là pour organiser la prise en charge sanitaire de la population en partenariat avec les collectivités locales, les services de l'État. Et nous avons déjà fait une première approche, effectivement, au niveau du Parlement européen, suite à leur proposition, qui était une proposition tout à fait bienvenue, pour essayer d'anticiper la période de déconfinement. Comme vous le savez, la période de déconfinement ou la levée du confinement est une problématique qui est commune à tous les pays européens et notre gouvernement est en train d'élaborer une stratégie à la fois sur les mesures barrières, les tests et la déclinaison départementale, puisque chaque
département de France n'a pas été touché de la même façon sur comment ça va se passer le 11 mai. Vous le savez probablement, il y a un couple, collectivité locale, préfecture, qui a déjà abordé dans les groupes de travail cette période. En ce qui concerne l'Agence régionale de santé, nous attendons les stratégies qui vont être prises en considération à la fois au niveau national et au niveau départemental sur le dépistage. Nous avons fait une première analyse technique avec les services, le staff du Parlement européen, que je remercie puisqu'ils ont été vraiment très très disponibles, qu'on a passé beaucoup de temps avec eux, les services de la préfecture, pour anticiper, régler le problème des flux, des aspects techniques, des aspects de bio-nettoyage, des choses qui sont peut-être qui n'apparaissent pas forcément prioritaires, mais qu'il faut anticiper à l'avance. Et donc, je les remercie encore parce que c'est vraiment un gros travail qui a été fait. Et donc, nous avançons pas à pas, à la fois dans le cadre du comité de pilotage ARS préfecture, qui est régional départemental, sur cette politique à mettre en place, et en partenariat avec les élus, les collectivités locales, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on va envisager. On a fait toute la première partie qui est technique, c'est-à-dire quel lieu du Parlement européen. Le Parlement européen, c'est très très vaste. La moquette n'est pas compatible avec l'Agence régionale de santé. Et donc, il a fallu voir comment on pouvait envisager, dans le cadre de tests de façon importante, la gestion des flux, la protection des personnes, les installations. Voilà, donc cette première partie technique est faite et les conditions sont réunies pour mettre en place mi-mai un centre de dépistage dont la forme définitive ne sera élaborée que dans les 2 semaines qui viennent, en fonction de la stratégie nationale, en fonction de la stratégie départementale. Voilà, on en est là, c'est un point d'étape qui a été franchi. Ça fait déjà quand même plusieurs semaines que discrètement les services de la préfecture, le staff du Parlement et nous travaillons sur ces aspects logistiques et techniques. Et je pense qu'il faut maintenant se donner le temps de la 2e étape qui est en discussion actuellement et de savoir comment on va pouvoir profiter de l'opportunité de ces locaux pour permettre à des gens d'être dépistés sans avoir forcément la seule possibilité d'être sur un parking à la queue leu dans des conditions qui peuvent être difficiles avec les journalistes, les gens qui prennent des photos. Voilà. Donc c'est humaniser aussi ces centres de dépistage en profitant de ces locaux qui sont tout à fait adaptés à pouvoir faire les choses de façon correcte. 2e point, puisque j'en profite, je remercie beaucoup le Parlement européen d'avoir proposé ces repas. L'Agence régionale de santé ne s'occupe pas des repas, mais s'occupe de la santé des populations vulnérables. On a beaucoup travaillé avec la préfecture pour mettre en place une prise en charge sanitaire de qualité de ces populations qui étaient souvent éloignées du soin. Et donc, on a décidé collectivement de ne laisser personne sur le carreau. Le problème de l'alimentation, de la pauvreté, fait partie de la santé. Et donc, c'est une très bonne nouvelle que nous ayons cette proposition d'accompagner ces familles qui peuvent altérer leur santé tout simplement pour des questions de pauvreté et de mal s'alimenter. Voilà, donc je vous remercie encore, au nom de la santé, d'avoir fait cette proposition de repas. Merci beaucoup, docteur, et puis pour votre présence au quotidien à nos côtés, je dois bien le reconnaître. Bon, d'autres questions? Pour Top Music, Anne-Sophie Martin, donc concrètement, le centre de dépistage devrait ouvrir mi-mai, c'est ça, au Parlement européen? C'est ça la date? Il n'y a pas de… Alors, madame, oui. Madame, je suis désolée, je suis médecin scientifique. Nous sommes préparés pour, sur le plan technique, pouvoir démarrer au moment du déconfinement. Nous allons arriver le 11 mai à la phase 4 de l'épidémie, donc avec une préparation par le gouvernement, les collectivités locales. Je ne peux pas vous dire que ça va ouvrir mi-mai, puisque pour l'instant, je n'ai aucune certitude sur la disponibilité de plein de choses, la stratégie. Donc, tout est prêt. On a préparé le staff du Parlement européen, la préfecture et nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait que les locaux soient adaptés. Il faut nettoyer ces locaux, il faut les préparer, soient prêts tout début mai, avec effectivement un objectif. Mais ne me faites pas dire que le centre va ouvrir mi-mai. Conditionnel alors?
Je pense qu'il faut comprendre que le déconfinement ne se produit pas brutalement le 11 mai. Nous sommes partis pour plusieurs mois de levée du confinement, de surveillance de l'épidémie. Le 11 mai, tout n'est pas fini. Tout commence pour la phase 4 de l'épidémie, aussi bien chez nous qu'en Belgique. Dans plein de pays, vous savez, on est sur des phases successives et on essaie tous de s'adapter. Donc, mai, juin, juillet, août, le Parlement européen nous a fait cette proposition de mettre à ses dispositions ces locaux jusqu'à une période qui peut aller de 8 semaines, 10 semaines, ce qui est tout à fait suffisant, mais on est en train de mettre ça en place. Donc, je ne pense pas qu'on puisse aller plus vite que la stratégie gouvernementale, la stratégie locale, mais tout sera prêt. C'est convenu avec le Parlement et on a retravaillé avec eux. Tout début mai, les locaux sont prêts, nous sommes prêts pour cette phase 4 de l'épidémie et sa gestion des tests qui est prévue. Merci. Et je voulais savoir aussi concrètement, les 500 repas seront préparés chaque jour dans les cuisines du Parlement européen et ensuite distribués sur différents sites. Vous m'avez dit on ne connaît pas encore les sites, mais il y aura combien de sites à peu près? Isabelle, je vous laisse répondre. Oh, ça y est. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, en fait, en ne connaissant pas le nom, les sites, je ne peux pas vous donner le nombre, madame, mais soyez assurés que, bien évidemment, que nous y travaillons et que dès demain, lors de la réunion de demain, nous aurons effectivement un état d'avancement sur ce dossier et je communiquerai au service presse de la préfecture l'intégralité et bien évidemment à monsieur le maire, enfin tous les partenaires de toute façon qui seront associés avec nous, le Parlement européen, à l'évidence, puisque cet après-midi, nous serons ensemble en visite. Donc, encore quelques heures de patience et soyez assurés que notre intérêt et notre intention est d'aller au plus vite pour effectivement faire bénéficier les personnes les plus vulnérables qui sont dans le besoin. Mais pour autant, on ne peut pas. C'est vendredi dernier que la première réunion s'est tenue, vendredi après-midi. Hier, nous avions une deuxième réunion de travail. Aujourd'hui, il y a une visite. Après, demain, il y a de nouveau une réunion de travail. Dans la mise en œuvre, voilà, on ne peut pas non plus. Il y a des prérequis, il y a une analyse fine de la situation et je remercie vraiment l'analyse qui est menée par les services donc, de la ville de Strasbourg. Hein, c'est le CCAS qui est avec nous, bien évidemment. Nous avons également donc, la caisse d'allocation familiale, parce que sur la connaissance des familles monoparentales, c'est déterminant également. Hein, ils ont également leur aspect qualitatif et le conseil départemental également sur sa compétence. Donc voilà, donc, nous avons effectivement, on est plus proche du début de l'opération que le début de la réflexion. Voilà. Vraiment d'inscrire tout ça dans un partenariat et d'utiliser au mieux cette aide du Parlement européen pour vraiment cibler les personnes qui en ont évidemment le plus besoin, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de dispositifs, mais on voit bien que les familles monoparentales, on a été alerté aussi sur cette particularité et les jeunes sont sans doute des cibles prioritaires. D'autres questions? Oui, Jean-Jacques Régibier, l'Humanité. Je reviens sur les tests. Ça veut donc dire que les tests font partie de la stratégie de déconfinement, si je comprends bien. Est-ce qu'on sait qui va être concerné par les tests à l'heure actuelle? Le Premier ministre l'a très clairement indiqué. Vous savez qu'il y a 3 volets dans la stratégie préventive. Les gestes barrières, on insiste beaucoup là-dessus, qui devront s'intégrer dans nos pratiques quotidiennes, qui vont modifier notre vie de tous les jours. Il y a ensuite la stratégie de test. Je parle bien de tests PCR, des tests virologiques qui ont été annoncés avec, en accompagnement, la possibilité d'isoler les personnes qui seraient testées positivement. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Il y a eu une circulaire co-signée par le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur demandant dès le 9 avril aux préfets et aux directeurs
agences régionaux de santé, de commencer par les publics prioritaires. Les publics prioritaires, ce sont les publics des établissements médico-sociaux, notamment les EHPAD, et les tests en EHPAD ont eu lieu avant même cette circulaire, puisque comme l'a rappelé le docteur Parne, elle pourra compléter mon propos, ici, il y a eu une volonté d'anticiper et effectivement d'aller vers ces publics prioritaires dès le début de l'épidémie. Les publics prioritaires, ce sont aussi les personnes vulnérables, sur lesquelles un travail très très important a été fait avec là aussi tous nos partenaires. Il y a le milieu pénitentiaire et il y a également les personnels qui travaillent dans ce qu'on appelle les points d'importance vitale, sont l'énergie, l'eau, etc. Enfin, un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans ce secteur. Et puis, bien entendu, comme vous le savez, cette crise, elle a été gérée en synergie entre l'hôpital, les hôpitaux publics, les cliniques privées, mais également la médecine libérale. Et bien entendu que la médecine libérale aura un rôle très important. D'ailleurs, dans notre comité de pilotage, nous avons bien sûr le président du Conseil de l'Ordre, la présidente de l'URPS. Voilà, donc il y a une synergie entre tous ces partenariats publics et privés pour qu'effectivement, on soit bien au rendez-vous dans cette région extrêmement concernée par le coronavirus, singulièrement les 2 départements d'Alsace et celui de Moselle. Et donc, nous faisons tout pour anticiper sur effectivement la phase de l'après-confinement. Et j'insiste beaucoup aussi, puisque le docteur Pain l'a rappelé, sur le fait que le 11 mai ne sera pas très différent du 10 mai. Le 11 mai, on devra vivre avec ce virus et on devra mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques du confinement, les gestes barrières, voilà. Et donc, la stratégie gouvernementale s'articule bien autour de ces 3 volets qui ont été rappelés par le Premier ministre et qui seront précisés par le gouvernement donc lors d'un conseil des ministres le 29 ou le 30 avril, voilà. Oui, Madame la préfète, Roland Ries, si vous me permettez juste un mot, parce que je vais être obligé de partir, là j'ai une autre réunion audio qui m'attend. Je crois que cela a été dit tout à l'heure, on est très près de la phase opérationnelle de cette opération pour les 500 repas. On le fera par l'intermédiaire d'une association, évidemment avec les services de la ville de Strasbourg. Le travail qui a été fait jusqu'à maintenant consistait à explorer les lieux, faire l'état des lieux, si je puis dire. Et ça, c'est fait. Maintenant, il faut entrer dans la phase de distribution et cela devrait pouvoir se faire, me semble-t-il, assez rapidement, en tout cas dans le timing, en quelque sorte, de la fin du confinement, on devrait y arriver. Et je voudrais souligner cette collaboration exemplaire entre services du Parlement, services de la ville de Strasbourg, et puis des services de l'État, l'ARS, et vous-même, Madame la préfète. Je crois que on est, comme le disait Anne Sander, dans l'Europe qu'on aime. Cette Europe-là, c'est l'Europe du quotidien, c'est l'Europe des citoyens, et notamment des plus vulnérables d'entre eux. Et moi, je suis très, très heureux que nous ayons pu, à l'initiative du Parlement européen, développer cette opération. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour ce propos qui résume bien notre reconnaissance. D'autres questions du côté des journalistes? Est-ce qu'on a une idée du nombre de tests qui pourraient être réalisés quotidiennement au Parlement européen? Je sais qu'il y a plusieurs scénarios possibles, mais
quel serait le scénario où le plus de tests seraient faits au Parlement européen? Ça représenterait combien de tests par jour? Docteur Pin, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Voilà. Bonjour. Oui, alors, je ne vais pas dire combien de tests on va faire, puisque pour l'instant, comme l'a dit Madame la préfète, on est à attendre les stratégies gouvernementales, l'organisation, mais avec les possibilités techniques offertes par le Parlement européen, nous pourrions aller, avec les problèmes de flux, avec les problèmes de surface, jusqu'à 2500 personnes par jour. Je ne pense pas qu'on aille à ça, mais on est en capacité d'aller jusqu'à 2500 personnes par jour de façon tout à fait simple. Et donc, c'est la capacité maximale qui peut être offerte parce qu'on a trouvé comme solution commune qui puisse être mise en œuvre assez rapidement avec le Parlement européen dans les bonnes conditions. Voilà, on peut aller jusque-là. Je ne sais pas si on fera ça, mais on peut aller jusque-là. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée de la capacité de la structure, et c'est donc une capacité qui est tout à fait conséquente, comme vous pouvez le mesurer à travers la potentialité évoquée par le docteur Pin. D'autres questions? Oui, on a compris que ça ne pourrait pas se faire dans un bâtiment où il y a de la moquette, donc ça ne sera certainement pas dans l'hémicycle. Mais est-ce que ça va s'organiser à l'intérieur du Parlement ou est-ce que ça sera en drive, par exemple, sur le parvis? Docteur? Attendez, je me connecte. Difficile, Skype. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Voilà. On vous entend Alors, très bien. ça fait l'objet de discussions. On ne peut pas prévoir la météo. Le drive n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas une voiture à Strasbourg, puisque nous avons quand même une ville assez moderne qui a pris le parti du vélo depuis très très longtemps. Donc nous sommes partis sur l'utilisation des transports en commun possibles, de la voiture pour venir, et quelque chose qui est en protection. C'est-à-dire que ce ne sera pas à l'extérieur. Il y aura un flux, une protection des personnes qui vont pas forcément être, qui peuvent conserver leur vie privée, et un accès par les transports en commun, par les voitures pour des gens qui viendraient en voiture, par les vélos, et dans un espace abrité. Ne me demandez pas quel bâtiment, puisque je n'ai pas envie que nos collègues du Parlement soient assaillis de photographes. Voilà. Pour l'instant, il y a 2 lieux à l'intérieur, il y a 2 flux différents. Nous en avons choisi un pour l'instant. Et nos collègues du Parlement européen sont en train de régler les problèmes techniques. En sachant que, je vous le rappelle, le Parlement européen est extraterritorial et que donc le Parlement nous offre d'avoir un territoire français à l'intérieur de ses locaux pour nous aider dans le Bas-Rhin. Merci beaucoup, docteur. D'autres questions? Oui, bonjour, Franck Dur pour Arte. Question, juste pour pouvoir avoir le suivi les prochains jours des informations, est-ce qu'il y aura un site où les informations vont être centralisées pour pouvoir suivre les dossiers et sur l'alimentation et sur le dépistage? Merci. On peut s'engager au niveau de la préfecture, étant un peu les coordonnateurs, à vous donner des informations au fur et à mesure. Donc, le point d'entrée étant le service communication de la préfecture qui vous a d'ailleurs convié à cette conférence. D'accord, donc ce sera sur votre site. Voilà, ce sera le service de la communication de la préfecture qui sera le guichet d'entrée. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je tiens à remercier les vice-présidents, bien sûr, les 2 députées européennes qui, effectivement, sont très présentes, bien sûr, le maire de Strasbourg et puis tous les partenaires qui vont
rendre opérationnelle cette décision du Parlement européen et vraiment en me réjouissant au nom de tous de cette solidarité concrète et qui met vraiment en valeur l'institution européenne et vous redire, messieurs les vice-présidents, notre très forte reconnaissance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et surtout prenez soin de vous dans cette période. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, Madame la Préfète, pour votre implication aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Madame la Directrice ?